Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive, decisive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Baba Diagne. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le RMC Fighter Club. Et aujourd'hui, on remet les gants de 4-11 parce qu'on a eu une grosse nouvelle pendant le week-end. Le prochain combat de Benoît Saint-Denis a été annoncé, ça se passera à New York pour l'UFC 322 le 16 novembre contre Beneil Dariush, un vrai ancien, un vrai castagneur du game, un mec qui a fait ses armes et donc un combat très intéressant pour BSD je pense. Et pour en parler avec moi, on a les deux piliers de la rédaction combat de RMC Sport, monsieur Anthony Sterpini. Salut Anto. Salut Baba, salut Yas, comment ça va? Ça va super et toi? Ah ça va nickel, hein. On a une bonne nouvelle, on va bien parler parce qu'on a déjà hâte du retour de Benoît Saint-Denis dans la cage. Et avec moi Yacine Zaouni, bien sûr que vous connaissez bien. Salut Yass. Salut les gars, plaisir d'être avec vous pour pouvoir débriefer et faire une réaction à chaud de cette belle annonce pour Benoît Saint-Denis qui est de retour rapidement. Ouais, il avait bien rebondi, BSD, on va en parler. Et puis là, il retente à nouveau d'entrer dans le top 10 de la Ligue des Assassins de l'UFC. Et c'est maintenant pour vous. BSD, UFC Paris, victoire parfaite sur Mauricio Ruffi, donc on attendait des nouvelles assez rapides. Il avait dit qu'il voulait recombattre rapidement. On avait cru à un retour encore plus rapide que ça, puisque l'adversaire de Charles Oliveira s'est blessé. On avait besoin d'un remplaçant. Et on avait cru à un moment que ce serait Benoît Saint-Denis. Je ne sais pas si c'est un fantasme des fans ou si c'est par rapport à ce que lui avait dit dans la cage à Paris, qu'il serait prêt à remonter rapidement. Toujours est-il que rapidement, Guillaume Pelletier a informé le monde que non, ça ne se ferait pas ce combat-là contre Charles Oliveira. Oliveira, il a peut-être un peu mal pris, il a un peu parlé. On ne sait pas s'il visait BSD ou s'il visait d'autres. En tout cas, moi, je trouve que c'était une décision plutôt intelligente. Et puis derrière, on a un matchmaking intelligent puisqu'il va se retrouver face à Beneil Dariush. Si je te demande qui est Beneil Dariush, Anto, qu'est-ce que tu me réponds? Qui c'est? Alors, Beneil Dariush, donc pour rappeler, Beneil Dariush, c'était peut-être la plus grosse menace pour Islam Makhachev il y a encore quelques années. Un pilier des moins de 70. C'est simple, aujourd'hui, Beneil Dariush, si tu veux passer le top 10, faut passer Beneil Dariush. Dernier combat à l'UFC 317 de Beneil Dariush, c'est Renato Moicano, qui pouvait faire son entrée dans le top 10. Il ne l'a pas fait. Après, si on peut rentrer on rentrera dans le technique après, mais aujourd'hui, Beneil Dariush, c'est un vrai test pour Benoît Saint-Denis. Et si je donne mon avis, c'est un plus gros test que ne l'était déjà Renato Moicano à Paris. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yass. Intéressant. C'est un gatekeeper ou c'est un vrai gros test? Moi je pense que c'est un vrai gros test, Beneil Dariush. Il a fait partie pendant un moment justement dans cette catégorie de tueurs qui est la catégorie des 70 kilos à l'UFC, de ce gars qui n'était vraiment pas dans les petits papiers de Dana White. Il a enchaîné un certain nombre de victoires contre des noms en sortant des grosses performances. En fait, c'était un peu le gars que personne n'arrivait vraiment à battre. Comme tu disais, Anto, il y a un moment où on se posait la question de si ça allait pas être lui, justement, le prétendant d'Islam Makhachev. Au final, il ne l'a jamais été. On a fini par lui mettre des bourbiers. On lui a mis Arman, on lui a mis Charles Oliveira. Il a essuyé 2 défaites. Mais je pense que c'est un très très bon match-up pour Benoît Saint-Denis. Et ça lui permettrait en quelque sorte même, j'ai envie de dire, d'effacer la douloureuse défaite contre Renato Moicano, puisque Beneil Dariush justement a dominé Renato Moicano lors de son dernier combat. Ouais, justement, il a battu Moicano. Et c'est peut-être... une indication de se dire si jamais Benoît passe Beneil Dariush, il n'y a pas besoin de revisiter le combat avec Moicano. En tout cas, moi je pense que c'est comme ça. Quand il y a des classements, c'est pour ça qu'il y a des classements. Bien sûr que quand tu as pris une défaite, tu as envie de l'effacer. Maintenant, il faut voir grand, il faut voir loin. Et il faut des fois se dire, tu as dépassé ce rematch. C'est un petit peu l'histoire de Nassourdine Imavov qui ne va pas revisiter le match-up contre Strickland. Pour rester sur Dariush, c'est important. Vous parlez depuis tout à l'heure de taulier de la catégorie. Et un taulier même un petit peu oublié. Il avait enchaîné 8 victoires d'affilée entre 2018 et 2022. Il a battu Mateusz Gamrot, qui est un autre gars avec qui on associe beaucoup Benoît Saint-Denis. Il avait également battu Tony Ferguson. Bon, Tony Ferguson à ce moment-là... Oui, c'est pas le Tony Ferguson et Guidji. C'est plus trop le même Tony Ferguson. Toujours est-il que moi je pense que c'est un de ces animaux-là. Yacine venait de l'évoquer. On lui met 2 bourbiers derrière, mais en même temps, il s'était mis en position d'affronter ces 2 bourbiers-là. C'est comme ça que tu sais si c'est un combattant d'élite. C'est un combattant d'élite ou pas? À ce moment-là, il était 4e du classement des moins de 70. On sait à quel point c'est difficile de rentrer dans le top 5 de cette catégorie-là. À ce moment-là, il était vraiment
vraiment, on disait c'était un bourbier parce que il y avait Islam Makhachev qui avait 9 victoires consécutives. Ouais. Benil Dariush qui en avait 8 et c'était les 2 win streaks les plus longues de la catégorie. Ils se sont dit au bout d'un moment on va les mettre. Bon, ils n'ont jamais réussi à matcher ce combat-là et malheureusement, il y a la nouvelle garde qui est arrivée avec Arman Tsarukyan et surtout aussi un Charles Oliveira, même qui avait perdu contre Islam Makhachev, qui était toujours un peu illuminé, qui avait cette lumière avec lui. Mais surtout, le premier round, il était pour Benil Dariush avant qu'il perde contre Charles Oliveira et qu'il prenne ce coup. Malheureusement, c'est plus l'âge ici qu'on pose pour Benil Dariush. Ouais. C'est 35 ans. 2 combats, 2 défaites par KO. Assez dur, premier round contre Arman et contre Charles Oliveira. Donc oui, à ce moment-là, c'était l'élite, c'était un bourbier. Aujourd'hui, il y a quand même plus de failles qu'il n'avait il y a encore 3-4 ans. Justement, c'est bien, on va pouvoir rentrer sur ses points forts à Benil Dariush et ses points un petit peu plus faibles. Il sort d'une victoire par décision donc, contre Renato Moicano. Moi, dans cette victoire-là, en toute franchise et sans diminuer ce qu'a fait Dariush dans cette KT et son niveau, je pense que si Moicano avait été plus intelligent dans sa gestion du combat, il aurait gagné ce combat. Il y avait clairement un avantage physique pour lui, en tout cas supposé. Moi, j'avais l'impression qu'il était plus fort. Très clairement. Qu'est-ce que tu dirais que sont les qualités principales de Dariush, mais aujourd'hui, pas le combattant qui a fait la série de victoires, parce qu'on est 3 ans après ça maintenant. Son avantage, justement, tu le soulignais en évoquant la différence physique, justement, entre Benil Dariush et Renato Moicano. Moi, du coup, j'ai eu la chance de couvrir cette Fight Week, donc j'étais en bord de cage. Ouais. On dit souvent que quand on regarde en tant que juge, en tant que coach, enfin qu'on est en tout cas au bord de la cage, qu'on entend les impacts, qu'on sent l'intensité, on le voit différemment qu'à travers un écran. C'était le cas. Les gros middle qu'envoyait Benil Dariush et qui étaient catch par justement Renato Moicano, tu les sentais claquer et tu sentais qu'il n'avait pas envie de les prendre trop de fois. Donc ça justement c'est un des points forts de Benil Dariush. Je pense que c'est la puissance. Il arrive avec un physique, tu vois, qui paye pas forcément de mine, j'ai envie de dire, parce que c'est pas un physique esthétique. C'est pas un physique esthétique. C'est un skinny fat, comme disait Nadia. Exactement, mais c'est un gars qui arrive avec énormément de puissance, c'est un gars qui a les mains lourdes, c'est un gars qui a une très bonne lutte et surtout une très très bonne défense de lutte. Moi, j'ai revu ce week-end son combat contre Mateusz Gamrot. Quand on connaît les qualités de lutte offensive de Mateusz Gamrot et qu'on voit à quel point il a peiné à plonger dans les jambes de Benil Dariush, là je me dis que c'est un chemin qui est difficile à emprunter. Alors il y a des choses à exploiter évidemment pour Benoît Saint-Denis, mais la défense de lutte de Benil Dariush est vraiment exceptionnelle. Ouais, je pense que c'est un combattant vraiment qui moi j'appelle ça les ferrailleurs. C'est un mec qui a une qualité impressionnante, c'est son sol. En tout cas, supposément, c'est son sol. Une ceinture noire très rapide quand même, qu'il a eu en 5 ans seulement. Il a commencé le sport assez tard en plus dans sa vie, donc c'est remarquable ce qu'il a pu faire. Et puis en plus, il a gagné beaucoup de compétitions en nogi notamment. Donc tu te dis, la menace, normalement, c'est le sol. Et il est arrivé à l'UFC en tant que grappleur. Maintenant, c'est un mec comme plein d'autres à l'UFC qui est devenu aussi un peu boxeur, qui a joué sur l'agressivité, sur le fait qu'on porte des petits gants, des gants de 4. Donc forcément, tu peux faire mal à tout le monde. Et derrière, ça lui a permis de battre tout le monde. Cette défense de lutte dont tu parles, pour moi, c'est important parce que ça te permet d'aller plus loin que les autres. C'est là où justement tu vas faire ton avantage. Tu vas battre les mecs comme Gamrot, tu vas battre les mecs justement qui sont des bourbiers, qui ont ces attributs-là, d'avoir une bonne lutte, qui peuvent gagner un combat en te grindant beaucoup. Sauf que lui, c'est le grinder un petit peu ultime où il va pouvoir sortir du lot et vraiment avec de la résilience, même s'il peut être dominé dans un combat, il peut aller chercher ce genre de victoire. Mais maintenant qu'on dit tout ça, BSD va chercher comment en fait ? Tout simplement, les dernières défaites qu'il a, c'est debout. Ouais. C'est Arman Tsarukyan qui, lui, n'est pas le plus grand striker de la catégorie, a réussi à le mettre KO. Charles Oliveira, qui n'est pas un striker malgré la puissance qu'on lui prête. Benoît Saint-Denis, selon moi toujours, il a un meilleur striking qu'Arman Tsarukyan. Okay. Aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, après... Tout dépend du rythme du combat. Tu le disais, si je lis entre vos lignes, c'est quelqu'un qui peut salir le combat, Benil Dariush. C'est quelqu'un qui peut imposer son rythme. Lui qui a plus un rythme posé,
il va essayer de contenir Benoît Saint-Denis. Dariush, c'est pas quelqu'un qui va rentrer à la bagarre et qui va se dire bah ok, tu veux ce rythme-là, on va avoir un rythme élevé pour ce combat-là. Benil Dariush, il va vouloir être posé, il va vouloir être calme, que ce soit dans les échanges de striking ou même les échanges de grappling. Donc Benoît Saint-Denis, ce qu'il peut faire, en tout cas, c'est ce que le travail de Nicolas Hoth et toute son équipe. Je pense que Benoît Saint-Denis, il a l'avantage physique. Par sa dimension physique, aussi le cardio qu'il peut imposer à Benil Dariush et la pression constante que Benoît Saint-Denis peut mettre. Il peut même feinter la lutte. Il n'est pas obligé d'y aller parce qu'il sait que la défense de Benil Dariush est forte. Mais la pression qu'il peut mettre en striking, ça pourrait être la clé. C'était pas la clé contre Rufi, mais ça peut être la clé contre Benil Dariush. C'est bien comme ça. On peut retrouver un peu l'ancien BSD, celui qui a fait la réussite de ses débuts. Ouais, celui en tout cas que lui, il a envie d'être. On va pas se mentir. Je pense pas que BSD ait envie d'être un grappleur, grappling heavy, comme on dit dans la cage, quelqu'un qui utilise beaucoup son grappling et son striking qui va servir sa lutte et son grappling, comme il l'a très très bien fait contre Mauricio Rufi. Maintenant, il y a des manières de mettre la pression. C'est-à-dire que pour le coup, c'est vrai que moi je pense que le chemin de victoire pour BSD, il est debout. Je pense que ça doit passer par le striking. Maintenant, Dariush, il a toujours montré de la résilience dans ce domaine-là. Tu peux le toucher, il va résister, il va même te toucher lui en retour. Il a une anglaise assez atypique, mais c'est quelqu'un qui peut frapper fort, qui est capable de mettre KO. Il peut cueillir. Il peut, voilà, exactement, sur des échanges prolongés à l'intérieur, ça peut te faire mal. Donc, Gamrot s'en rappelle. Hein. Moi, ce qui va être super intéressant pour moi, et c'est pour ça que je suis plutôt content de ce match-up-là, et c'est celui que j'avais privilégié, moi, quand on en discutait dans la rédac, c'est parce que ça va pouvoir encore augmenter la versatilité de Benoît. C'est-à-dire que on a vu qu'il était capable de suivre son game plan, enfin, on en a fait des caisses là-dessus. C'est surtout le fait de pouvoir l'appliquer efficacement. D'avoir un striking qui te dit je viens pour lutter, je viens pour mon single, pour mon double leg, je viens pour te coller contre la cage, t'amener au sol et travailler là-dessus. J'ai envie de voir la même chose, entre guillemets, c'est-à-dire la même application, mais sur de la pression éduquée. C'est marrant, parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure quand on est au sport, mais c'est vraiment cette histoire de se dire est-ce que là, j'ai un BSD qui sera agressif, mais avec une pression calculée, qui soit capable de rentrer et de faire du dégât, mais de pouvoir laisser un peu, entre guillemets, l'ego de côté pour ressortir, et ensuite recommencer à créer du dégât et compagnie, tu vois. Donc, parce que ce que Anto soulève comme point, c'est intéressant, c'est que Dariush, c'est quelqu'un qui est capable de t'imposer un rythme plus lent, un faux rythme. BSD, il a les armes, surtout dans sa garde gaucher, pour faire du dégât assez rapidement dans ce combat-là. Maintenant, est-ce que Dariush, il a pas les armes aussi pour faire la même chose à BSD? De manière générale, je pense que skill for skill, Benoît Saint-Denis dispose d'une palette justement technique plus large que celle de Benil Dariush. Je pense qu'avec un game plan bien huilé, auquel justement il se tient correctement, on a fait des caisses, comme tu le soulignais, pour l'UFC Paris. Je pense que ça passera par le striking forcément. Je pense que Benoît peut justement submerger Benil Dariush avec un volume justement de signaux très variés. Il est rentré très fort sur Mauricio Rufi avec un high kick qui a touché directement, où là il s'est dit ah ouais attends, je m'attendais à ce qu'il vienne me lutter, le gars me cueille avec son tibia direct comme ça, faut que je fasse attention. Je pense que ça passe par là. Anto a parlé de feinter la lutte aussi. Je pense qu'il ne faut pas non plus gaspiller trop d'énergie à lutter Benil Dariush, surtout si dans tous les cas il te faut un plan B. En fait, si tu arrives avec un game plan qui est de lutter Benil Dariush de prime abord et que tu vois que ça ne fonctionne pas, ça va être très très compliqué pour toi. On l'a vu avec Mateusz Gamrot. Je pense que par contre, via la feinte, ça peut fonctionner. Si BSD envoie beaucoup de signaux, et il en est capable, que ça passe par des middle, que ça passe par du travail en ligne, debout, que ça passe par justement cette feinte de lutte où Benoît est capable de venir cueillir ses adversaires. Dans le combat contre Gamrot, justement, Dariush a montré que c'était quelqu'un qui engageait énormément pour défendre la lutte. Quand Gamrot venait, il y a un ou deux moments où il a feinté, il envoie tout son corps en arrière, il envoie ses jambes, en fait il se prôle très très fort, alors que Gamrot est encore debout, tu vois. Donc en se relevant, il y a des failles à exploiter. En sortie de corps à corps, Benoît a montré qu'il était capable aussi d'éteindre ses adversaires et d'exploiter des ouvertures, contre Frévola notamment. Donc
je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour Benoît dans ce combat et je le vois vraiment bien s'imposer. Là, en fait, si je combine les demandes d'Anto qui seraient de feinter la lutte pour pouvoir servir le striking et puis aussi de pouvoir avoir une pression un peu plus éduquée, que ce soit sur la lutte, mais pas lutter trop longtemps, mais aussi sur ce striking-là à utiliser et à varier. En fait, Tsarukyan, il a fait quelque chose de similaire. Oui. Ça a fonctionné. C'est complètement le game plan de Tsarukyan. Parce que quand tu affrontes Tsarukyan, t'attends quoi ? Bah, il va te lutter. Hein. Tous les combats qu'il avait fait à l'UFC, c'était ça. Mais il le cueille sur un genou, puis bras arrière. Ok, bah c'est pas du tout ce que t'attendais de Tsarukyan. Après, il te met KO. Et Charles Oliveira, tout le premier round, a essayé de lutter et de emmener Dariush au sol. Et il avait tout le temps les réponses. Oui. C'est pour ça que c'est le combat de Tsarukyan qui arrive après. C'est d'abord il se fait mettre KO par Charles Oliveira et après le combat de Tsarukyan arrive. C'est que tu vois le fight IQ de Tsarukyan pour le coup. Il a vu le combat contre Oliveira et tout de suite il avait les réponses. Et je pense que l'équipe de BSD prendra exemple sur ce combat-là de Tsarukyan et même le combat de Moïcano. Il y a énormément de réponses. Benil Dariush, il y a quelques années, le Benil Dariush qui fait 8 victoires consécutives, il galère pas autant contre Moïcano. En tout cas, le combat n'est pas aussi serré qu'il a pu l'être à l'UFC 317. Ouais. Il y a des failles qui étaient déjà là de base, mais qui commencent à grandir de plus en plus. Et BSD a les armes et l'expérience de Nicolas Hoth et de tout le coin BSD. On pense aussi à Maxime François aussi. Il y aura de la défense de lutte, il y aura du travail de lutte aussi. Je pense que c'est un atout d'avoir Maxime avec lui notamment, et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudra appuyer, parce que moi, je pense que Dariush, il va venir pour lutter. Ouais. C'est pas le meilleur lutteur offensif qui est, statistiquement parlant d'ailleurs, c'est pas le mec qui réussit le mieux ses takedowns dans la catégorie. Dans une catégorie, encore une fois, ultra dense, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'est pas le mec qui a beaucoup de réussite. C'est plus un takedown d'opportunité. Lui, on va être sur des scrambles, on va debout, on va échanger dans la boîte. Il y en a un qui va déséquilibrer, on tombe tous les deux, j'en profite. Maintenant, c'est clair que le point de danger pour moi, pour BSD, ce sera de ne pas se retrouver sur son dos contre un mec comme Benil Dariush, qui est un grappleur, encore une fois, d'exception. On peut supposer qu'il est au moins aussi fort que BSD, voire peut-être même meilleur sur le grappling. Et pourtant, BSD, encore une fois, sur les prises de dos et tout, attention, moi je t'ai toujours dit que c'est un excellent grappleur et que le grappling en tant que compétition n'est pas la même chose que le grappling pour le MMA, évidemment, t'en sais quelque chose, c'est pas la même chose. Moi je pense en tout cas que ceux qui ont vu le combat contre Moïcano, même si derrière BSD il a fait ce qu'il a fait contre Prepolek et ensuite contre Rufi, n'ont pas oublié que quand tu mets BSD sur son dos, tu as une opportunité de prendre un avantage certain sur le combat. Est-ce que tu penses, toi, que c'est la route que Dariush va prendre, ou est-ce que tu penses qu'il va compter plus sur son striking ? Je sais pas, je suis pas certain, moi, que Benil Dariush vienne vraiment lutter. Je pense qu'il peut venir pour salir le combat. Je pense qu'il va venir, moi, pour briser Benoît plutôt, tu vois. Je pense qu'il va venir pour le briser dans tous les sens du terme, tu vois. C'est-à-dire que ce qu'on voit beaucoup de Benoît, justement, qui vient envoyer des middle, qui vient casser son adversaire, c'est à mon avis ce qu'on va voir de Benil Dariush. Je suis pas si inquiet pour Benoît si jamais il se retrouve sur le dos. Moi j'ai énormément confiance en son jeu au sol, j'ai énormément confiance en son grappling. Je pense vraiment que c'est Benoît qui va... De toute manière, c'est comme pour tous les combats, et pour des combats à enjeu, là on est quand même pour une place de top 10 dans la catégorie des moins de 70 kilos. Et c'est pas un top 10 usurpé. Et c'est pas un top 10 usurpé, voilà. Même si... Et ça, c'est favorable à Benoît. Il prend un Benil Dariush qui a passé son momentum, où il est plus dans sa win streak à essayer de grimper, justement poursuivre un run vers son objectif et son rêve de devenir champion. Aujourd'hui, il se fait un petit peu plus vieux. Il a eu ces 2 défaites consécutives contre Charles Oliveira et Arman Tsarukyan. Ouais, mais... L'idéal pour Benoît, ce serait que, forcément, logiquement, ce soit lui qui réussisse à imposer sa réalité, mais avec beaucoup de signaux, qu'il arrive en fait très rapidement dans le combat à toucher et à réussir justement les tentatives, que ce soit au niveau de la lutte ou que ce soit sur le striking. Parce que je vous apprends rien, pour pouvoir feinter ensuite et submerger ton adversaire avec beaucoup de signaux,
faut d'abord envoyer justement faut d'abord réussir une première tentative. Le vrai travail de feinte, il marche quand tu as créé la menace. Ou si t'es une menace toi-même. Ou si tu es une menace toi-même aussi. Si t'es une menace considérée comme étant un lutteur d'exception. Tu vois ce que je veux dire ? La menace, elle est aussi mentale et elle commence avant le combat. Non, mais tout à fait, je rejoins complètement Yas. Après, pour tous nos auditeurs et ceux qui vont nous regarder sur les réseaux sociaux aussi, Benil Dariush, c'est quelqu'un. Hein. J'allais dire, il perd contre 2 combattants ultra élites. Il perd contre l'actuel numéro 2 et l'actuel numéro 4 de la catégorie. Mais c'est pour bien faire attention. Non, mais parce c'est bien, que... c'est bien. Non, mais parce qu'on allait de toute façon appuyer sur encore une fois, sur Benil, parce que Benoît Saint-Dié, de toute façon, on le connaît par cœur, on a briefé, débriefé et compagnie. Moi, je pense que c'est un combattant qui a réussi à enchaîner 8 victoires d'affilée dans une catégorie de tueurs à gages comme celle-ci. Je dis toujours que même les mecs, quand c'est des noms moins ronflants, c'est des mecs forts, de toute façon. C'est des mecs super forts que tu vas battre, encore plus quand c'est à l'UFC. Et derrière, ta série, elle est brisée sur 2 défaites d'affilée contre l'ancien champion de la catégorie, Charles Oliveira, qui est un des combattants les plus expérimentés de l'histoire de cette organisation. Ça dit quelque chose. Et derrière, tu perds contre Arman Tsarukyan, qui, je vais dire, probablement aurait pu être champion. Je sais pas. En tout cas, il aurait dû combattre pour le titre. Et la vérité, c'est qu'en entrant dans ce combat, tout le monde voyait du 50-50. Il a déjà affronté Makhachev. Ça a déjà été très, très équilibré. Donc, perdre contre ces 2 gars-là et rebondir derrière contre Moïcano, qui est peut-être pas aujourd'hui, Moïcano, c'est peut-être pas un top 5. D'accord, mais c'est un top 15, et puis surtout Moïcano, il a challengé, il a combattu contre Makhachev, il avait battu de façon convaincante Benoît Saint-Denis. C'est pour ça que je vous demandais si c'était vraiment, si c'est un gatekeeper, est-ce que c'est un gatekeeper ou est-ce que c'est un combattant d'élite ? Pour moi, c'était important pour orienter cette discussion-là, parce que je veux pas que si Benoît gagne en novembre, on nous dise que de toute façon Dariush c'était bof, quoi, tu vois. C'est loin d'être bof. En fait, c'est un grand nom, mais ça brille moins parce que forcément. Alors là, il est 8e Benil Dariush. Tu commences à regarder à partir de la 7e place, c'est Paddy Pimblett. Donc là, tout de suite, ça parle plus aux gens. Ouais. Déjà, tu gagnes contre Paddy Pimblett, tu gagnes contre Benil Dariush. Ça fait pas le même bruit. Mais moi, je trouve que c'est un bon match-up justement pour Benoît parce que prendre un nom du top 10 qui a justement des accomplissements, qui a un CV aussi fourni que le sien, comme on vient de le souligner, là, il perd que contre des noms ultra élites. Hein. C'est plus des humains à ce niveau-là. C'est donc, clair. En fait, tu as l'occasion là de briller comme tu as brillé justement il y a 2 ans contre Frévola sur la carte qui a peut-être le plus d'exposition de l'année. Tu vois, au Madison Square Garden, tu tapes un top 8, mais la porte, elle est grande ouverte après pour demander un très gros combat. Anthony, est-ce que c'est mieux ce qu'il a fait de prendre un combat qui va se trouver 3 mois après l'UFC Paris et d'avoir un combattant de la qualité de Dariush qui est très bien classé et qui lui permet de progresser, ou est-ce qu'il fallait saisir cette opportunité d'aller au Brésil pour affronter Charles Oliveira ? Alors, mon humble avis, C'est ton avis que je demande. c'est une très bonne chose de ne pas avoir pris Charles Oliveira. Oui, Charles Oliveira a perdu l'UFC 317, il a pris un énorme KO contre Ilia Topuria, mais l'équipe de management de BSD l'ont bien expliqué. On respecte trop Oliveira pour le prendre comme ça du pied levé. C'est aussi une manière de dire il est assez fort. C'est pas le genre de combattant qu'on prend en short notice, c'est quelqu'un qui se prépare. Et le fait qu'il y ait eu un combat à Paris, je pense que ça change aussi au niveau de la conversation change aussi à ce niveau-là. Si BSD n'avait peut-être pas combattu depuis quelques mois, peut-être qu'ils auraient dit ah, ok, ce combat-là, faut le prendre. Ouais. Mais Benoît aujourd'hui, il peut négocier avec l'UFC, il peut avoir les match-ups qu'il veut. Et s'ils ont refusé, je pense que le combat était déjà fait. Contre Benil Dariush, peut-être pas contre Benil Dariush, mais qu'au moins ils avaient une date. Parce que BSD, je pense pas qu'il dit New York par hasard. Non. Dans son interview d'après-combat, s'il dit New York, c'est pas par hasard. Et surtout, il a raison et il a bien fait de le dire, Yas. On est tous, je pense, unanimes pour dire que c'est vraiment la carte qui sera le plus regardée. De la carte UFC qui sera le plus regardée de l'année. Il sera forcément en main card, que ce soit en ouverture. Pourquoi pas une ouverture, pourquoi pas 2e ou 3e combat après la main card. Ouais. Un statement ou même une grosse domination. Quoi qu'il arrive, c'est une grosse exposition pour BSD.
Et puis, il a eu ce petit accrochage avec Gamrot et petit accrochage avec Charles Oliveira. Mhm. Donc, quoi qu'il arrive, potentiellement, on a déjà le prochain adversaire de BSD le 12 octobre. Bon, après, je pense, Benoît est intelligent et à mon avis, il saura très bien exploiter le moment s'il gagne où on lui tendra le micro comme il sait le faire à chaque fois. En plein centre du Madison Square Garden, il aura les bons mots, j'en doute pas. Mhm. Ça m'étonnerait fortement, par contre, qu'il adopte la mentalité Mateusz Gamrot, à savoir je call out que des mecs qui sont derrière moi. Faut toujours me l'expliquer, cette mentalité. Mais justement, on va pas trop se projeter du tout. Hein. On va prendre le temps. Le combat est dans 3 mois et vous le savez très bien. On va faire pas mal de contenu sur Benoît. Évidemment qu'il y aura un film qu'on vous proposera. Hein. La rédaction vous proposera un film sur BSD comme d'habitude sur ce match-up qui sera très intéressant et sur New York. Maintenant, on peut quand même aussi parler du haut du classement ou se dire qu'il y a cette rivalité médiatique avec Gamrot. Moi, c'est un combat qui m'a toujours intéressé, mais bon. Encore une fois, le match-up contre Dariush, je suis pas loin de le préférer. Moi, pour que ce soit en tant que fan et aussi au niveau de sa carrière à lui, à BSD, je trouve que c'est un match-up qui fait plus pour lui. Surtout, c'est un sport américain qui se passe aux États-Unis pour la plupart du temps. C'est un adversaire américain. Mateusz Gamrot, certes, il a la TT depuis longtemps. C'est le poteau de Dustin Poirier et tout ce qu'on va avec. Mais vous l'avez dit, c'est un mec qui passe sa vie à call out les mecs en dessous de lui. Je sais pas en termes de business si ça sert à quelque chose. Ce qu'il fait, je comprends pas trop. J'ai jamais compris le move. Là, c'est mieux pour lui d'aller chercher Charles Oliveira. Par contre, c'est en short notice. Donc, une fois de plus, c'est pas à son avantage à Gamrot. Donc, j'ai des grosses questions sur comment sa carrière allait manager à ce gars-là. En toute franchise, j'arrive pas bien à comprendre quel est l'objectif, parce que encore une fois, si Benoît bat Beneil Dariush, pour moi, même le match-up avec Gamrot, c'est de l'histoire ancienne. Il fallait call out à un top 5 là. Très clairement, il faut aller call out à un top 5. En fait, Gamrot, ça m'aurait intéressé si c'était pour le main event de Paris, tu vois, parce que c'est un Européen, parce qu'on aurait pu monter quelque chose, parce qu'en plus de ça, il y a cette proximité avec le public polonais qu'on a avec le KSW, etc. On n'est pas étranger. Par contre, tu vas combattre à New York, évidemment qu'il faut prendre un Américain. Évidemment, bien sûr. Et les Américains sont déjà très attachés, en plus de ça, au personnage Benoît Saint-Denis qui a été poussé par l'UFC, voilà, avec son background en tant que militaire, dans les forces spéciales, tout ça. Une victoire sur Beneil Dariush sur la carte de New York, évidemment qu'il faut aller call out un gros nom. Ça peut être des noms qu'il a déjà évoqués. À voir comment justement l'avenir de ces gars au-dessus de lui se profile, parce que pour l'instant ils sont pas bookés au-dessus en fait. Ouais. Mais je pense moi par exemple à un Dan Hooker pour la suite. Dan Hooker qui est un petit peu en froid avec l'UFC. C'est un petit peu problématique pour lui en ce moment. Enfin, on n'a pas d'informations vraisemblablement sur une date approximative de retour. Je pense que ça peut être un gros nom. Tu vois, Dan Hooker, il avait été booké sur une grosse carte pour être co-main event de base à l'UFC 313, il me semble. Ouais. Juste avant Pereira Ankalaev. Donc, je pense que ça peut être un gros nom, Dan Hooker. Après, un Américain, dans le haut du classement, t'as Gaethje, t'as Max Holloway. Mais si Gamrot bat Charles Oliveira, ça devient un top 5. Hein. Oliveira est 4e. Oui. Ouais, c'est vrai. S'il le bat avec la manière, il monte aussi. Donc, c'est vrai. Oui. J'ai presque envie de vous dire, le scénario qui est peut-être moins cool, BSD qui gagne, on veut qu'il gagne, il n'y a pas de problème. Mais si Gamrot bat Oliveira, le problème, comme tu l'as dit, c'est que Gaethje, c'est un Américain, mais à l'UFC Maison Blanche, l'UFC White House, tous ces gars-là, ils combattront sur cette carte. Et je pense qu'il n'y en a aucun qui prendra le risque de se blesser avant cet event. Donc ces mecs-là, on peut considérer qu'ils sont dans le formol là, jusqu'à ce moment-là. Et surtout qu'ils sont sur du vert. Hein, donc, exactement, donc ils vont pas risquer ça. Tous leurs managers doivent leur dire oula, tranquille, calme-toi, on va combattre dans le jardin de Donald Trump. Donc on va faire ça. Et du coup, le Gamrot BSD, ça fait un super main event pour un Fight Night. Avant ça. Ou peut-être un numéroté, et encore que non, parce que numéroté, non, même pas, tu vois. Donc ça te fait un main event pour un Fight Night, et c'est presque dommage. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ou c'est moi qui est trop gourmand, je sais pas. Non, mais bien sûr, je sais que tu veux le BSD Gaethje, tu veux le BSD Max Holloway, mais bien sûr qu'ils vont attendre la White House. T'es un Américain, bien sûr que tu veux combattre à la Maison Blanche. Après, ils y seront tous, Gaethje, Holloway, ils seront tous. Ouais, je pense qu'ils y seront vraiment tous, quoi. Moi, ça m'étonnerait pas qu'Holloway qu'il lui donne directement Topuria, tu vois. Parce que tout le monde parle de Gaethje, tout le monde parle d'Arman, etc. Dana White a plus ou moins montré, il a été même très clair là-dessus, hein, sur le fait que ni l'un ni l'autre n'aurait le combat.
Et Max, il est jamais dans les discussions, tu vois. Pourtant, tu as vraiment un truc à monter. C'est une revanche, donc forcément, ça parle aux gens. C'est un gars qui est adoré du public. C'est un gars qui a délivré une performance exceptionnelle contre Dustin Poirier. Moi, je pense qu'on peut le voir contre Ilia Topuria, Max Holloway. Ouais, après, il y a le scénario où du coup, Gaethje n'a pas ce title shot et il se retrouve en galère d'adversaire. Je vois beaucoup plus un Justin Gaethje, justement, ne pas manquer justement la Maison Blanche plutôt qu'un Max Holloway. Lui, il y va. Hein. Gaethje, c'est 100% qu'il y sera. Max Holloway, ça me choquerait pas qu'il n'y soit pas, tu vois. J'ai aucun doute là-dessus. Donc, sur ce scénario-là que tu décris, ça peut, si jamais Benoît gagnait, ça peut le faire pour lui. Ça peut, écoute, ce serait quand même sympa, je pense. On est donc à 3 mois à peu près du combat au Madison Square Garden. Hein, pour rappel, c'est un combat qui aura lieu au mois de novembre. Il me faut votre prédiction. Déjà là, tout de suite. On refera l'exercice juste pendant la Fight Week, mais on va le faire là maintenant, ouais. Là, tout de suite, moi, je vais te dire Benoît par décision unanime. Ok. Pour moi, c'est BSD, TKO, R2. Round 2. Ok, on connaît la chanson, on sait que tu détestes donner tes pronostics, mais il va falloir que tu te mouilles aussi. Mouillé, Baba. Non, je me mouille. Je te dirais, moi je dirais Benoît Saint-Denis aussi avant la limite et aussi dans la deuxième reprise. Par contre, ce sera pas, je crois pas, une soumission. Je pense qu'il le mettra KO. Ok. Voilà. Je pense que ça va le faire. Même si, encore une fois, Dariush est un combattant très résilient, réellement. Moi, j'ai revu le combat hier pour m'en assurer. Je pense vraiment que Moïcano, il n'a pas été super intelligent dans sa manière d'aborder le combat et de gérer ses temps forts à lui versus les temps faibles de Dariush, en fait. Vraiment, il s'est jeté dans certaines phases de lutte, dans certaines phases de transition qu'il n'aurait pas dû. Et je crois qu'à ce petit jeu-là, Benoît, il est capable de faire plus mal, plus vite à Beneil Dariush. Après, les combats, c'est pas des maths, bien sûr. Mais exactement. On est là pour faire cette preview et dire ce qu'on en pense. Et c'est ce que j'ai vu. Mais encore une fois, on vous fera pas mal de contenu par rapport à ça. De toute façon, il y a pas mal de temps d'ici le combat, en espérant que personne ne te blesse, que tout aille bien. Moi, pour conclure, je dirais simplement que je trouve que c'est très intelligent. Ça prouve encore une fois que Benoît s'est bien entouré, que ce soit au niveau managérial et au niveau entraînement. Je pense que si c'est une décision d'équipe, tout le monde a participé et tout le monde a bien participé. C'était le nom idéal à prendre. Il a à la place idéale pour avoir une construction de carrière. On reconstruit sa carrière à Benoît et on est dans la phase ascendante. C'est pas la peine de sauter des marches. Je pense que prendre ce gars-là, puis encore un autre, ensuite espérer un title shot, c'est quelque chose qui me paraît très logique. Je sais pas pour vous. Moi, ça me paraît très logique. Donc on va voir où ça va mener tout ça, Anthony. Non, mais t'as tout résumé, la reconstruction de carrière, prendre son temps, l'intelligence de la carte, on le répète encore, hein, Elias a très bien dit que c'est cette carte-là qu'il fallait pas louper. Il l'a déjà fait une fois, il a délivré, on lui a donné Dustin Poirier. On sait jamais de quoi la vie est faite, hein. Il suffit de délivrer une deuxième fois et bon, comme tu l'as dit, il manque un combat peut-être, puis c'est tout. Ça peut monter très rapidement et encore une fois, on se rend compte que la MMA va vite parce que Benoît Saint-Denis rentre à nouveau dans les grosses discussions si jamais il fait un statement contre Beneil Dariush. Je pense par exemple à Paddy Pimblett. C'est là où je veux en revenir justement. Quand je dis que ça va très très vite, il y a une période où on parlait des deux, voilà, parce que c'était les 2,70 kilos un peu en Europe qui montaient. Puis très rapidement, Benoît est monté en flèche. Et puis on a dit, mais comment vous pouvez mettre les deux dans la même phrase et tout, Benoît joue avec lui. Puis Paddy a commencé à faire son bout de chemin, enchaîner les victoires, a commencé à finir. Et à ce moment-là, Benoît, c'était un peu plus compliqué. Il y a eu la phase avec Moïcano, il y a eu Poirier. Et là, on disait l'inverse. Ouais. Et je pense que justement, si Benoît finit, quid de l'avenir de Paddy Pimblett. Et à ce moment-là, les deux pourront être à nouveau dans les mêmes discussions. Ça peut faire. Il y a beaucoup de choses très, très intéressantes qui peuvent se profiler par la suite. C'est ce qui va être le plus intéressant pour cette catégorie des lightweight. Moi, je pense qu'on attendait un renouveau. Je pense que si Benoît bat Beneil Dariush, on amorce et on continue un renouveau. Et ce sera important pour les fans de la catégorie et pour l'UFC surtout, bien sûr. Merci Anthony. Merci Baba, merci Yass. Merci Yass. Merci messieurs. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Fighter Club. N'oubliez pas de liker, partager, parlez-en partout autour de vous, dans toutes vos salles de sport, dans tous vos clubs de running par exemple. Vous parlez du Fighter Club s'il vous plaît. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao. RMC Fighters Club.